et sur 2 niveaux. Il a mis 3 côtés vitrés qui permettaient de voir du lever au coucher du soleil en étant dedans, c'était pas mal. Et il n'y avait pas forcément le courant, non. Tout était en fuste. À l'entrée en octobre, là, il a fallu qu'il m'explique quel type de bois fallait qu'on aille couper pour passer l'hiver, pour stocker le bois. Quel type de mousse il fallait que j'aille chercher pour étouffer ma cabane, parce qu'il faut reboucher entre les morceaux de bois chaque année pour en mettre un peu de mousse. Donc j'ai fait tout ce boulot-là au mois d'octobre. J'ai fait la mousse, les murs. En haut, ça se terminait, le 2e niveau, c'était en tipi. Et on avait coupé, donc vous voyez, la scie à main, on coupait que les arbres secs debout. Ça, ils n'avaient pas pris d'humidité, c'était parfait. Et on les mettait en tipi, au milieu de la forêt, quoi. Enfin, je veux dire, 1 kilomètre, 1,5 km dans la forêt. On fabriquait des trails, des petits chemins comme ça, larges comme ça. C'est-à-dire qu'on coupait tous les arbres qui pourraient gêner. On attendait la première neige qui est arrivée début novembre. Je me rappelle, c'était tellement un chouette endroit que je suis rentré le 4 novembre, c'était les élections américaines. Et en fait, je suis rentré le matin. Je savais qu'ils allaient élire le président américain. Et moi, je l'ai su le 15 janvier. C'était juste parfait. Et donc, dans ces dates-là, au 4 novembre, il y a les premières neiges. Là, on les tasse. On les tasse avec des raquettes. Et pour pouvoir traîner notre bois. Donc, ma seule activité de l'hiver, c'était d'aller chercher ce bois en traîneau que j'avais fabriqué, qui était tiré par moi, de faire cette balade, de leur amener des tronçons de bois et de les scier sur place. J'avais aussi à faire ma nourriture, donc j'avais rentré de la farine, j'avais rentré des graines germées, j'avais rentré des oranges parce que j'avais pas plusieurs buts, alors que voilà, c'était juste un semaine. J'avais pris les oranges. Et puis, avec la farine, on faisait du pain sans levain. J'avais un tout petit poêle à bois qui me servait pour tout faire. Je me suis rendu compte qu'en faisant tout ça, toute cette activité, sur 1 semaine, il me fallait 2 heures de travail par jour. Et j'étais nourri, j'étais chauffé. Je faisais plus de 20 dans la maison, alors que c'était moins 20, moins 30 dehors. Et puis, j'allais chercher de l'eau à la source. Tous les 2 jours, j'allais chercher mes bidons d'eau. Je me suis rendu compte que en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Que je pouvais faire fondre de la neige pour ma toilette, tout ça. Enfin, le plus dur, c'était vraiment la lessive. C'était le plus pénible. C'était vraiment le plus pénible. C'est pas ce qui m'a laissé le meilleur souvenir. Mais sinon, 2 heures d'activité par jour, enfin, c'est le rêve du feignant. Le rêve du feignant. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais paysan finalement, que cette vie avec ce que la nature pouvait me fournir, ça me convenait. Alors être paysan, il faut avoir un endroit pour jouer, quoi, pour faire la paysannerie. Ce qui est rigolo, c'est que mes frères, ils étaient comme moi, ils avaient eu des parents qui leur avaient dit surtout ne faites pas de boulot. Et donc ils étaient partis, ils avaient fait d'autres trucs, et puis mon jeune père, il voulait être paléontologue. Alors il était étudiant, il était au lycée, il était en terminale, et au milieu de l'année terminale, il dit n'importe quoi, paléontologue. Et donc, dans le milieu de l'année, il est allé au lycée agricole. Et lui, c'était parti, quoi. C'est lui qui a impulsé l'envie de reprendre ces terres qui étaient cultivées maintenant en bio, qui étaient redevenues paysannes. Mes parents avaient fait certifier bio en 2001. Et bon, je suis reparti en France, à la ferme, pour apprendre ce que c'est la paysannerie, la réelle paysannerie. J'avais beau en parler avec eux, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai compris que mes frangins, mes frères, ce qu'ils faisaient, c'était la nouvelle révolution verte, la vraie, celle que
C'est celle qui travaille avec ce qui existe là depuis 3,5 milliards d'années. Il y a du vivant sur la planète depuis 3,5 milliards d'années, on en retrouve dans nos sols ces origines-là, quoi. Les bactéries qui sont là, il y en a qui n'ont pas beaucoup changé. C'est là que j'ai compris aussi que seulement 5% de ce qui vit dans notre sol est connu. Moi, ça m'a scié. Ça m'a scié parce que je n'étais jamais vraiment intéressé à ce qui vivait dans le sol, enfin, les insectes, tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était les neurones. Les trucs là, élaborés, cerveau, machin, qui construisent des. Et sans ces vers de terre, il n'y aurait pas de neurones. C'est eux qui ont tout fait. Ils ont fabriqué la terre, quoi. Vous savez comment ça marche un ver de terre? C'est hallucinant. C'est vraiment c'est la nouvelle façon. Je vous jure, je suis venu en train hier et j'ai réussi à trouver le bouquin de Darwin, je ne savais pas. C'est le rôle des vers de terre dans la formation de la terre végétale. Darwin, il a travaillé 44 ans pour faire ce livre-là. C'est son. Il dit, c'est mon œuvre. Plus que l'origine des espèces, qui était un détail. Enfin, c'est super. Parce qu'il l'a édité juste avant de mourir. En français, il a été traduit l'année d'après ça. Bref, les vers de terre, ce qu'ils font, c'est que dans le sol, il y a des horizons comme ça. En tout cas, par chez nous, ici, je ne sais pas, je ne connais pas le sol, la profondeur qu'on a, mais par chez nous, on a 1,50 m de profondeur. Le ver, il peut aller travailler jusqu'à 1,50 m. Ce qui se passe, c'est que le ver de terre qui est au-dessus prend des végétaux, des feuilles, et tout ça. Il les descend dans sa petite galerie. S'ils sont souples, il les avale direct. S'ils sont plutôt durs, bah, il crache un peu dessus pour les ramollir, pour les manger le lendemain, ou des choses suivantes quand ils sont prêts à grignoter. Il fait des stocks dans les galeries. Et puis, après, il descend. Et sur le trajet, il mange de la terre. Alors, un ver de terre, en une journée, ça mange son toit en terre. C'est vraiment impressionnant. Pardon. On est capable de manger le toit. Et la nuit, enfin le matin, la nuit et le matin, il remonte et il fait des terricules, des espèces de machins comme ça, qui sont des crottes de vers de terre. Et ça, c'est magique. C'est de la terre. Il a fabriqué de la terre. Avec des molécules qui sont négatives, donc qui sont vivantes pour les assembler, on ne peut pas faire des feuillets d'argile. Lui, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il a tous les micro-organismes qui sont hébergés dedans. Des centaines de milliers de micro-organismes qui font ce boulot. Ils recollent les molécules négatives dans des feuillets d'argile. Un feuillet d'argile avec des éléments dedans, provenant des feuilles qu'il a mangées. Donc il digère finalement. Les vers de terre font ce boulot d'intestin. Alors ce qui est impressionnant encore plus, c'est qu'en 10 ans, on peut considérer qu'une prairie naturelle est passée dans le ventre de tous les vers de terre. En 10 ans, c'est de la crotte de vers de terre qu'on a vendu. Il a tout refabriqué. J'ai compris ça avec le frangin. J'ai compris que les endroits où on laissait en prairie naturelle et on n'attendait pas, où on faisait des cultures sans labour et tout ça, on avait beaucoup plus de vers de terre et notre terre était beaucoup plus belle, elle était structurée. Et que les endroits où nos collègues mettaient des biocides, eh bien, ils n'en avaient pas beaucoup. Dans un champ, on devrait avoir entre 4 et 5 tonnes de vers de terre par hectare. Donc un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Dans nos champs, on a à peu près aucun champ qui est à 5 tonnes hectare. On en a à 2-3 tonnes. On a des collègues, des voisins, des collègues agriculteurs dans la Beauce, par exemple, qui ont 150-200 kg hectare de vers de terre. Il n'y en a presque plus. Vous allez me dire, bah, c'est pas grave, ils apportent les engrais à côté. Effectivement. Alors, ce que ça fait quand on a une culture sur un sol avec vers de terre, la plante a une racine à peu près aussi longue que ce qui est dehors. Mais pour quel que soit ce qu'on sème. Si on utilise une culture où on apporte les engrais, les racines, elles ne sont pas folles. Elles s'arrêtent là. Elles s'arrêtent là où il y a des engrais. Et en plus, bon, bah,
comme elles n'ont pas les trous des vers de terre pour faire la circulation, pour descendre, bon, ça, j'ai compris que mes frères, ils étaient plutôt feignants eux aussi, et qui travaillaient avec les organismes qui étaient gratuits, qui vivaient là, et qu'ils n'avaient jamais besoin de s'inquiéter des pucerons, par exemple, parce que comme toutes les haies sont là, bah, les coccinelles sont là pour manger les pucerons. S'il y a des pucerons qui apparaissent, les coccinelles qui sont dans les haies tout autour, dans ce bocage, donc, bah, elles sont à distance suffisante pour aller pondre, faire des larves qui vont manger les pucerons avant qu'ils aient envahi tout, quoi. Je vous ai pas dit ça. Si on prend les vers de terre, je vous ai pas dit. Si on prend tous les vers de terre de la planète, on les met là, dans cette main, et que sur l'autre côté, on prend tout le reste, tout ce qui existe. Eh bien, ça fait ça. On a beau prendre les éléphants, les humains, les baleines, les dauphins, les mulots, tout le monde, on met tout là. Il y a 70% des protéines de la planète, c'est des vers de terre. Et sans vers de terre, on est tous morts. Il n'y a pas de terre. C'est eux qui font quoi. Alors ils ne font pas tout seuls. Ils bossent, il y a d'autres insectes. Il y a des insectes qui découpent un peu les feuilles, qui préparent la matière, quoi. Les feuilles, si elles sont ramollies par les petits colomboles, les anneaux, enfin tous ceux qui vivent là, donc je disais, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Mais bref, eux, ils sont un des maillons, mais c'est le maillon qui fabrique la terre. Ça par contre. Alors ce qu'on voit nous dans nos zones inondables, par exemple, dans nos zones où il y a beaucoup d'eau, ce qu'on voit, c'est qu'un champ où il y a des vers de terre, normalement l'eau qui en sort, elle est plutôt claire, parce que le champ est structuré, la terre est solide, les feuillets d'argile tiennent la terre. Et un champ qui est cultivé de manière utilisant plutôt des chimiques, ben, il n'y a pas ce corps. Quand il y a des pluies d'orage, bon, ben, ça part. Tout va à la rivière. La rivière est marron, ça va à la mer, et ce qu'on est en train d'envoyer, ben, c'est de la vraie argile qui ne sera plus jamais dans le champ, quoi. C'est guère. Voilà, en faisant tout ça, bah, je me dis, mais c'est sûr, là j'ai passé de mars, enfin sorti du bois, je suis resté jusqu'au mois d'août chez eux, chez mes frères, à regarder ce qu'ils faisaient, puis à prendre le vivant qu'il y avait dans le sol, à prendre avec eux, en fait. Je me suis dit, je veux faire ça, je veux être paysan. Alors j'ai regardé après leur salaire. Parce que mes frères, j'ai mes deux frères qui sont à la ferme, et ils sont associés avec un troisième qui est comme un quatrième frangin, quoi, qui vient du village, mais qui était fils de maçon. Mais qui a passé une partie de son enfance chez nous, donc il connaît vachement bien la ferme. Et eux, en regardant, si on ramène leur salaire, enfin, ce qu'ils prélèvent dans la ferme chaque mois, et qu'on le ramène en le payant aux 35 heures. C'est-à-dire 35 heures, après, je ne sais plus, à 45, il y a du temps, enfin, ça coûte plus cher et tout ça. Ben, on est entre 2,50 € et 3 € de l'heure. C'est ça Alors c'est sûr qu'ils ne travaillent pas tout le temps, enfin, des fois, enfin, c'est pas harassant des fois, parce que c'est d'aller voir comment vont les cultures, c'est d'aller surveiller les vaches, ils font, en fait, ils cultivent 200 hectares qui sont en location. Et sur ces 200 hectares, il y a 170 hectares, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe pour les vaches. Donc il faut gérer cette herbe. C'est-à-dire que les vaches, elles passent de champ en champ, il faut gérer la quantité d'herbe. Et le reste des 30 hectares, c'est des céréales qui sont cultivées en mélangeant. Ils mettent 6 graines dans le semoir. Ils mettent de la févrole, du triticale, de l'avoine, des fois de l'orge, des fois des pois, de la veste. Alors le pois, la veste, la févrole, ça fixe l'azote de l'air. Ça a des racines qui travaillent avec des bactéries, qui s'appellent des azotobactères, qui font des nodules et qui fixent l'azote de l'air. Donc on n'a pas besoin d'apporter rien de l'extérieur. Tout le monde va en profiter, quoi. Il y a quand même plus de 70% de l'air, c'est de l'azote. Les plantes le fixent, l'installent dans le sol, c'est parfait. Les plantes qui vivent là peuvent en profiter. Ces plantes, elles sont donc cultivées dans le même champ, récoltées en même temps. Et la seule transformation qu'elles subissent, c'est d'être aplaties le jour où elles sont données aux vaches.
Donc ça fait 2 passages dans le champ. Un pour semer et un pour récolter. Sinon, bah, comme elles bossent ensemble, il y en a une qui fixe la zone, l'autre elle en profite aussi, enfin, tout le monde travaille ensemble. Normalement, le poids s'organise pour grimper sur les céréales, il l'utilise comme tuteur, ça permet de maintenir la céréale s'il y avait des fortes pluies ou des tempêtes, enfin tout le monde travaille à peu près en symbiose. Même si c'est pas une vraie symbiose. Bon bref, en voyant tout ça là de mes frères, je me suis dit je veux faire ça, mais la ferme ne peut pas dégager un salaire de plus. Donc je suis allé, comme j'avais travaillé, je suis allé à Pôle emploi. Je suis allé chercher un peu de chômage pour lequel j'avais cotisé. Et je suis tombé sur Marie-Claude. Je ne connaissais pas Pôle emploi avant, en fait. Alors je lui ai tendu mon CV à Marie-Claude. Je vous la raconte parce que Marie-Claude, elle a été déterminante. Je lui ai tendu mon CV, puis c'est super, d'habitude, il faut toujours réclamer le CV ou l'aider à le faire et tout. Il m'a dit, par contre là, un CV 2 pages, ça va pas. Et puis c'est de toute façon beaucoup trop personnel. Enfin, je viens du Canada, donc c'est toujours comme ça. Ça paraît d'avoir du sens, d'avoir un CV qui ressemble à la personne qu'on... Voilà. On va trouver ça pas logique, mais bon. Bac D. Je vais faire un doc de sciences de la nature et de la vie, une licence de biochimie et physiologie animale à l'université d'Orsay, une maîtrise de physiologie animale à l'université d'Orsay, une maîtrise de neurophysiologie à l'université de Montréal et un doctorat de neurophysiologie. Ah, vous n'étiez pas obligé de mettre le titre par contre, parce que la mise en évidence du rôle des tachykinines sur la nociception, l'inflammation et la perméabilité vasculaire chez le rat éveillé, c'était pas nécessaire. Je dis, mais c'est 7 ans de ma vie. C'est mon CV. Ah, vous avez fabriqué des pièces de voiture pendant 2 ans chez Siemens, vous avez fait des livres et une base de données dans un musée de préhistoire pendant 4 ans dans les Pyrénées. Vous avez le permis B, ça c'est super pour trouver du travail. Vous savez tailler du silex et allumer du feu, mais là, qu'est-ce que ça... Et je dis, mais vous savez le faire. D'ailleurs, il y en a qui savent le faire. Il y en a qui allument le feu avec 2 coups de bras. C'est pas Miskish. Mister Fish, pardon. Je vois pas très bien, pardon. C'est Mister Fish. Eh bien, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui sait le faire. Et je dis, mais c'est un savoir-faire et c'est une compétence, enfin, faut présumer de l'avenir. Bon, ça la faisait pas rire. Elle dit, vous cherchez quoi, toi? Je cherche pas de travail. Je sais ce que je veux faire. Je veux être paysan. Je suis juste venu chercher quelques allocations pour m'aider à m'installer avec mes frères pour être paysan. Alors, elle tape paysan sur la machine, sur l'ordinateur, et l'ordinateur, il lui met non incorrect. Forcément, si c'était pas autorisé à l'école, c'est un peu autorisé dans notre vocabulaire, mais forcément, c'est pas autorisé à Pôle emploi. Alors je lui dis, mais Marie-Claude, enfin madame, je l'ai appelée Marie-Claude, mais à la fin. Madame, c'est pas possible, parce que tous mes ancêtres sont paysans. Tous, ils ont tous été paysans depuis 1680. Les cultivateurs, métayers, journaliers, laboureurs, plus ou moins de richesse, de possession. Le journalier, il possédait rien, sauf sa force de travail. Le laboureur, bon, il avait le char à bœuf, pour aller labourer, quoi. Il possédait au moins des animaux pour travailler son sol. Il était obligé de tirer la charrue lui-même, enfin. Non, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, le vôtre, j'étais sans doute agriculteur. Je dis, bah oui. Et ici, là, en fait, il y en a parmi nous qui travaillent le sol maintenant, qui sont on va dire, agriculteurs paysans. On peut le faire quand même, petit sondage, en fait. Il y en a dont les parents travaillaient le sol. Vous pouvez laisser les mains en l'air. Il y en a dont les grands-parents travaillaient le sol. Et les arrière-grands-parents travaillaient le sol.
Normalement, on tape les 90%. Quoi. En fait, on est tous issus de la paysannerie. Vous savez, en 1900, il y avait 50% de la population française qui nourrissait 100% de la population. En 2000, on était à 1,2 million sur 65 millions d'habitants. En 2010-2011, on est passé en dessous du million. On est à 0,9. Il y a 900 000 personnes qui nourrissent, en théorie, devraient nourrir, si on n'allait pas chercher la nourriture de l'autre bout du monde tout le temps, qui devraient nourrir 70 millions. Voilà. Et donc on est environ à 3% de la population active. Il y a 3% des gens dont le travail nourrit théoriquement 100% des gens. Donc là, Marie-Claude, je dis c'est pas possible de dire que c'est pas paysan, parce que c'est pas grave, on va taper agriculture. Alors elle tape agriculture. Je suis obligé de prendre la peine. Il y a 16 professions qui sont. Elle me propose de faire un choix parmi conseiller en agriculture, hydraulicien en agriculture, technicien en agriculture bio, technicien foncier en agriculture, donc qui s'occupe du sol, agent sanitaire de l'agriculture, contrôleur de croissance de l'agriculture, technicien de contrôle de croissance de l'agriculture, chargé de mission en agriculture, chargé de recherche en agriculture, chargé d'études économiques en agriculture, expérimentateur en agriculture, régisseur en agriculture porcine, régisseur en polyculture élevage, contrôleur du travail en agriculture et le dernier, inspecteur du travail en agriculture. Et non, c'est ce que je lui ai dit, il n'y a pas paysan. Et vous voulez que je signe ça? Et non, je lui ai dit, bah non, aucun de ces choix, c'est sûr. Il n'y en a aucun qui correspond à ce que je veux faire, enfin, ou à ce que mes frères font, quoi. Et donc je lui ai demandé de m'inscrire en animation culturelle. Mais parce que c'est la seule profession, et je vous invite à utiliser cet espace de liberté, c'est la seule profession où on peut dire en quoi on est animateur culturel. Alors moi je suis animateur culturel, mais en paysannerie. Parce que vous ne pouvez pas me refuser le remplissage de la petite case d'ordinateur. Mais en tout cas, parce que Marie-Claude, là, toute l'agriculture dont elle parlait, c'est pas celle que je vois pratiquer les frères. Enfin, les régisseurs, les contrôleurs, les techniciens de machin. Non, moi ce que je voulais, c'est un paysan, c'est presque un paysan cueilleur, j'allais dire. Je regarde mes frères et ils disent bon bah nous on va récolter tout ce que la terre veut bien nous donner, plus on en prend soin, plus elle va nous donner, quoi, finalement. C'est une espèce plutôt de cueillette que de. Cueillette, faut pas imaginer ça. C'est un peu colique, mais c'est en lien. Nous par exemple, on se bat depuis 4 ans pour qu'il n'y ait pas de battu au renard, pour que les renards sur notre territoire, nos 200 hectares, ils ne soient pas tués. Parce que c'est un mangeur de mulots. Et que maintenant, les poules, de toute façon, sont dans des trucs, c'est pire que des miradors, quoi. Enfin, c'est inaccessible, un poulailler industriel. Il n'y a aucun renard qui peut venir manger. Enfin, alors, pour le convaincre des agriculteurs, enfin, ceux qui allaient à la battue, qui ne sont pas que des agriculteurs, d'ailleurs, eh bien, on a fait des autopsies d'estomac de renard. Il y a combien de poules? Non, il n'y a pas une poule. Et puis, en fait, ils ont vu que c'était des têtes de mulot, tout ça, et que tout le monde avait avantage à. Donc ça va, sur notre territoire, on continue autour. Alors, parce que être paysan, pour moi, c'est travailler justement avec ça. C'est 3 milliards d'années de vie qui se sont développées, sur la Terre. Alors, c'est l'heure du quiz. Ça va faire un peu. Avant d'attaquer un petit quiz. Combien de kilomètres fait un kilo de viande en France, produite en France, entre l'endroit où elle est produite et l'endroit où elle est mangée, en moyenne?
20 000. 1000. 800, 1000. Qui dit mieux? Non, non, on compte juste le kilo, ouais, non, le kilo de viande, quoi. Donc nous, on vend une grosse partie de nos animaux. Donc je ne vous ai même pas dit, c'était quoi. On fait des vaches à viande, des limousines. Et on a un petit peu de mouton et un petit peu de cochon. Et en fait, on vend une grosse partie de nos animaux en direct, donc ça fait très peu de kilomètres, on fait vachement baisser cette moyenne, mais nous on représente très peu de volume de type d'agriculture comme on fait en circuit. Donc ça fait, c'était pas loin, 1000, on est entre 1500 et 2000 kilomètres. Mais ça reste en France, hein. C'est assez rigolo. Est-ce que vous savez combien de... Enfin, on perd un département agricole tous les combien d'années en France? Tous les 7 ans maintenant. Surface agricole utile. Ah, vous l'avez déjà dit? D'accord, la conférence de monsieur du musée de l'histoire naturelle. C'est bien. Donc c'est effectivement, avant c'était tous les 10 ans. C'était tous les 10 ans depuis 1945. Et là, on est rendu à tous les 7 ans. Maintenant, dans la dernière... Ah non, non, c'est qu'elles sont envahies par des lotissements, des parkings, des aéroports. C'est juste à côté de chez nous, donc c'est... Est-ce que vous savez combien il y a de poules libres en France? Donc, le nombre de poules, voilà. Et où le pourcentage de poules? Alors, dans poules libres, je veux juste dire des poules qui ont le droit de marcher. C'est pas des poules qui vont dehors. Là, il y a dans des poules qui ont un espace, alors soit en pourcentage, soit... il y a 60 millions de poules en France, à peu près. Arrondi, on a une poule par français. Alors, 1 million, il y a 3%. Comme les paysans, ouais. Non, il y en a un petit peu plus de poules libres, mais parce que j'ai mis juste qu'on a le droit de marcher. Donc c'est 8%. Donc c'est-à-dire qui peuvent bouger, quoi. Est-ce que vous avez une idée de combien il faudrait cultiver? Alors on a environ, je sais hectares, on est passé en dessous de 27 millions d'hectares de surface agricole cultivée. Sur ces 27 millions, savez-vous combien il nous faudrait cultiver de tournesol pour remplir nos voitures, là, nos réservoirs, pour faire circuler des voitures en agrocarburant? J'entends mal. 100%, c'est même pas suffisant. Il faudrait 120%. Et il ne faudrait pas qu'on mange le tournesol. Il faudrait 120% consacré juste en agrocarburant. Et puis un petit dernier sur là, qui est plus dramatique en fait, c'est sur la population, l'âge de la population. Savez-vous combien il y a d'agriculteurs en 2011, d'agriculteurs hommes et femmes, donc on peut séparer les chiffres, qui ont moins de 40 ans? J'ai pas entendu parler. Ouais, un pourcentage, une idée en fait. 20, 30%, 10. Alors, pour les femmes, on est à 11% de femmes de moins de 40 ans. Et à 23% d'hommes seulement de moins de 40 ans en agriculture. Et donc ça veut dire que c'est pas fini ça. Parce que si on regarde aussi pour les plus de 55 ans, on a 26% des hommes qui ont déjà plus de 55 ans, donc qui doivent encore faire 7 ans de retraite, et on a 40% des femmes qui ont plus de 55 ans. Donc ça va faire énormément de fermes encore, enfin qui... Voilà, on n'a pas terminé cette pente si on ne change pas de mode de développement agricole en France.
Alors on est arrivé à ce que j'essaie de... C'est pas aussi catégorique, hein, comme je disais, paysans agriculteurs, bon, à mon avis, ils sont tous exploités agricoles, mais c'est pas aussi catégorique la séparation entre les deux. Ouais, je ne peux pas le dire, mais il y a des orientations. Alors, je vais vous demander de dire ce qu'on pourrait mettre en face de changement et de déplacement. Alors, changement et déplacement, ce que je signifie par ça, c'est le fait que lorsque le mur entre l'Est et l'Ouest est tombé en Europe, il y a énormément d'agriculteurs français et allemands et d'autres pays autrichiens qui sont allés acheter des terres en Pologne, en Ukraine, en Roumanie, parce qu'ils avaient 10 fois plus, des fois 100 fois plus de surface pour le montant de la ferme qu'ils avaient vendu ici, quoi. Donc ils sont plutôt sensibles au changement ou au déplacement. Alors au changement, c'est si on leur dit le blé cette année s'appelle, pas droit de blé. Et ça, c'est pas forcément une décision de l'agriculteur lui-même tout seul. Enfin, ça peut être la coopérative qui l'incite, ça peut être une forte pression de la banque, enfin, il y a plusieurs raisons, mais vous savez ce qu'on peut mettre en face. Une permanence, ouais. Vivrier, il pourrait plutôt se mettre plus tard, mais ouais. C'est stabilité, quoi, ouais. Enfin, stabilité, et donc stabilité par exemple dans la production. Et puis enracinement. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, par exemple, à la ferme, on vend en circuit court. Bah, si on veut continuer à vendre à notre village et tout ça, on a intérêt à être plutôt stable dans notre pratique, quoi, et on est enraciné dans notre territoire. Ce qu'on produit, c'est principalement pour le rayon de 30 km autour de la ferme. Là où il y a de la polyvalence en paysannerie, ce qu'on peut mettre en spécialisation, monoculture. Ça revient à peu près, enfin ça va dans le même sens. Et effectivement, il y a un peu le fait de mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. On le voit en ce moment avec les producteurs de poulet ou de porc. C'est plus pareil qu'il y a quelques années en France quand on fait ces productions-là, puisqu'ils ont du mal à avoir des tarifs qui leur permettent de vivre correctement. Donc il y a une spécialisation. Là où nous, on revendique un rôle de la tradition, alors, par exemple dans le rôle de la tradition, c'est qu'on a eu 2 années de sécheresse.